Merci de nous rejoindre sur HK6 Télévision. Le magazine diagnostic d'aujourd'hui s'intéresse encore à la santé mentale. Cette fois, nous vous parlons du traumatisme psychique. Comment diagnostiquer un traumatisme psychique et comment éviter qu'il s'installe en nous? Vous aurez les réponses à toutes ces questions. Si vous nous restez fidèles, bienvenue à tous. Merci à vous tous qui vous installez pour suivre votre magazine diagnostic. Aujourd'hui encore, la santé mentale nous intéresse. Nous allons parler du traumatisme psychique. C'est quoi ces traumatismes? Avec notre invitée qui s'appelle Rosette Dissachi, nous essaierons de parler de tout ce problème. Merci de nous accorder cet entretien. Merci madame. Madame Dissachi, quand est-ce qu'on peut évoquer la notion de traumatisme psychique? Oui, nous évoquons la notion de traumatisme psychique lorsqu'une personne a vécu un incident qui l'a particulièrement confronté avec la réalité de la mort. Oui. Et donc c'est quelque chose auquel la personne n'avait jamais pensé. C'est une réalité qui était pour lui jusque-là inimaginable, impossible de le vivre. Et donc il arrive cet événement, cet incident dans sa vie qui produit en lui une réaction, on appelle une réaction de stress traumatique, parce que c'est un stress qui permet à l'individu de pouvoir, donc qui est une réaction de l'individu à cette confrontation-là de la réalité de la mort. Donc c'est cette réaction que nous allons décrire un peu plus tard, qui constitue en soi un traumatisme. Et quels sont les événements qui sont potentiellement traumatiques pour un individu? Oui, pour un individu, ces événements potentiellement traumatiques ou qu'on appelle aussi incidents critiques peuvent être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être la mort d'une personne proche, ça peut être aussi un accouchement, ça peut être une agression, parfois des menaces, ok? Donc voilà en général quelques incidents potentiellement traumatiques que nous pouvons vivre dans notre vie, que nous pouvons rencontrer dans notre vie humaine. Et comment vous pouvez expliciter ces traumatismes? Qu'est-ce qui se passe au juste? Voilà. Alors, en cas de traumatisme, il y a trois formes de réaction. Il y a les réactions qu'on appelle d'hyperexcitation, c'est-à-dire que l'individu active certains systèmes de son organisme qui fonctionnent un peu plus que d'habitude, ce qui peut causer parfois des palpitations, des insomnies. On peut avoir une personne qui tremble, on peut avoir aussi une personne qui devient très agitée, le manque d'appétit. Donc c'est vraiment tout. On peut arriver à suer, on se met à suer, on peut donc voilà, devenir très nerveux, ok? Donc après un événement, c'est la catégorie, comme j'avais dit, des symptômes d'hyperexcitation. Nous avons aussi une autre catégorie de souvenirs intrusifs. C'est-à-dire, après avoir vécu ça, ça peut être, dans la liste, je vais ajouter aussi un incendie. Oui. Donc, après avoir vécu ça, la personne peut avoir en permanence les images de l'événement qui s'est produit. Si parfois ces souvenirs intrusifs aussi peuvent arriver pas seulement en termes de pensée, en termes d'image, mais ça peut aussi arriver en termes de son. Oui. Donc ces souvenirs intrusifs, ce sont des pensées liées à l'événement vécu et qui s'imposent. C'est-à-dire que la personne n'est plus capable de gérer, penser ou pas. Donc ça peut être aussi des flashbacks, c'est-à-dire à un moment donné, vous voyez des images qui vous reviennent. Ça peut être des sons, tout comme ça peut être même des odeurs. Oui, des odeurs
de substances qui étaient autour de la personne lorsque l'événement s'est produit. Et donc, c'est ça que nous appelons souvenir intrusif. C'est-à-dire, vous avez quelque chose de l'événement qui vous revient, soit par la vue, soit par les oreilles, ou soit même par le sens, par le nez, hein, les odeurs. Donc, voilà un peu tout ce qu'on appelle souvenir intrusif. Et ensuite, nous avons les comportements d'évitement. Vous allez voir que la personne ne veut pas, tient absolument à se tenir loin de tout ce qui lui rappelle l'événement. C'est-à-dire, lorsqu'on évoque, par exemple, la mort, dit non, arrêtez de parler de ça, je ne supporte plus. Ou soit quand on parle d'incendie, la personne ne veut pas, ou soit quand elle voit des images qui renvoient à l'événement, elle évite, elle fuit, et parfois on peut éviter même le lieu où s'est produit l'événement. C'est-à-dire, depuis que cela s'est produit, je n'arrive plus à passer dans cette maison, je n'arrive plus à voir mon frère, je n'arrive plus à... Vous voyez. Donc, c'est-à-dire que la personne a un comportement qui l'amène à se tenir loin de tout ce qui lui rappelle l'événement. Et on a aussi une autre sorte de comportement d'évitement qui est lié à une certaine dissociation. C'est-à-dire que la personne peut aussi se détacher émotionnellement de tout ce qui lui rappelle l'événement. C'est-à-dire même éviter d'être triste. C'est-à-dire, il peut y avoir le deuil d'une personne. La personne n'est plus capable d'exprimer une émotion, voilà, la douleur, parce que la douleur lui rappelle l'événement. Alors, elle se détache de toute émotion qui peut être liée à l'événement. Et on voit là une personne qui n'est plus capable d'exprimer ou qui se tient loin de ses propres émotions, on va dire. Et Madame Gissa, chez une personne qui est traumatisée, comment on peut l'amener à consulter un psychologue? Parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent parfois retirées, renfermées sur elles-mêmes. Comment cette personne-là, on peut l'amener à consulter? Parfois, on pense, surtout ici en Afrique, on pense que voir un psychologue, c'est synonyme d'être fou ou folle. Oui. Alors, quand vous avez un proche qui présente tous ces signes-là, il est important de lui faire comprendre d'abord que c'est normal qu'elle réagisse comme ça ou qu'il réagisse comme ça. Étant informé aujourd'hui, vous êtes capable d'identifier ce qui est inhabituel chez une personne qui vous est proche. Et donc, vous pouvez lui expliquer que ce qu'elle voit, c'est tout simplement une réaction normale de son organisme face à cet événement choquant qu'elle a vécu. Et donc, il est important. Et donc, comme j'ai dit, c'est une réaction de stress. Hein? C'est le stress, c'est une réaction de l'organisme pour essayer de s'adapter à ce choc que la personne vient de vivre. Et donc, il est important de faire comprendre à la personne que c'est normal. C'est normal de réagir comme ça. Parce que toute confrontation à la mort produit toujours quelque chose. Même si on arrive à s'adapter après, mais c'est en général une confrontation qui est brusque et qui choque. Parce que nous sommes des êtres vivants et donc mourir, c'est encore quelque chose d'inconnu. C'est vraiment une réalité encore inconnue et qui parfois fait peur, qui parfois choque, voilà. Et donc, c'est normal de réagir comme ça. Et donc, voir un psychologue permettra de laisser ce qui s'est passé dans le passé et de reprendre sa vie pour envisager un futur en bonne santé. Parce que la persistance de ces symptômes dans le temps peut arriver à causer d'autres maladies et endommager même la santé physique de l'individu. Et une fois que vous êtes en face d'un sujet qui a subi un traumatisme psychique, comment vous parvenez à prendre cette personne-là en charge? D'accord. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de prévention et puis l'étape de prise en charge. C'est-à-dire qu'après avoir vécu un événement potentiellement traumatisant, au bout de 3 jours à 1 mois, on va dire que la personne est en état de stress aigu. Ce sera le diagnostic. Au bout de 3 jours, je répète, à 1 mois, on est en état de stress aigu et c'est tout à fait normal. Plusieurs personnes, donc on va dire un peu plus de 70% de la population,
arrive à évacuer le stress lié à l'événement déjà dans cette période-là, de 3 jours à 1 mois. Et vous allez remarquer que là où, quand vous ne dormiez pas, avant vous ne dormiez pas, mais maintenant vous pouvez arriver à dormir. Vous étiez très nerveux, mais là vous pouvez arriver à vous calmer. Vous aviez des palpitations, mais là vous remarquez que ça s'est calmé. C'est là, et vous êtes capable de parler de l'événement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'évitement, parce que même dans l'évitement, vous n'arrivez même plus à parler de l'événement. Et vous allez aussi remarquer que l'événement vous revient en moins, hein, de moins en moins. Et là, c'est bon. C'est que dans 1 mois, ça signifie que vos propres mécanismes ont su s'adapter à cette situation et donc l'organisme lui-même a pu résoudre. Mais à partir de 1 mois, dès que vous dépassez 1 mois jusqu'à 3 mois, on ne parle plus d'état de stress aigu, mais là on va parler d'état de stress post-traumatique. Parce que maintenant, le trauma, en fait, il est passé. Et maintenant, vous êtes resté dans un état post-trauma. C'est une continuité, en fait, de votre état. Et donc, à ce moment-là, ce que l'on craint maintenant, c'est la chronification du stress. Parce que maintenant, le stress, il s'installe et il peut devenir chronique. C'est la crainte à ce moment-là. On va aider la personne à s'en sortir pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle un trouble de stress traumatique qui vient en général avec beaucoup de comorbidités. Et donc, à ce moment-là, on n'est plus dans un état, mais on quitte d'un état à un trouble. On entre dans un trouble de stress post-traumatique qui est maintenant à ce moment-là beaucoup plus profond. Je répète, ça c'est au-delà de 3 mois. Alors, dans toutes ces étapes, déjà, on recommande, une fois que vous avez vécu un événement potentiellement traumatisant ou un événement critique, il est important de passer à ce qu'on appelle un débriefing psychologique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'on va revoir avec la personne, on va revoir cet événement, on va essayer d'aider la personne à trouver un sens à ce qui s'est passé. Trouver un sens, essayer de remettre, parce que le traumatisme vient fracasser le psychisme. Il y a, comme on appelle parfois, une fraction du psychisme. Et donc, il est important d'aider la personne à remettre tous ces morceaux de puzzle qui se sont dispersés à cause de cet incident, donc à remettre chaque chose à sa place et donc se tourner maintenant vers la pensée. Parce qu'on doit noter que dans le cas de trauma, la personne vit dans l'événement. L'événement est déjà passé, mais la personne vit dans l'événement. Et on ne doit pas à ce moment-là sous-estimer le cerveau aussi, qui a ce qu'on appelle une mémoire traumatique et donc qui a enregistré l'événement. Et donc, quand on a des flashbacks, des souvenirs intrusifs, des comportements d'évitement et une hyperexcitation, ça signifie que le cerveau vit encore dans l'événement. Et donc, dans le débriefing, on donnera des recommandations à la personne. On va faire des exercices dans le cabinet et on va donner un programme de gestion de stress à la personne qui va lui permettre de se gérer pendant 4 à 6 semaines, je m'excuse, pendant 6 à 8 semaines. Il va suivre certaines recommandations pour l'aider à se décharger émotionnellement, à baisser le niveau de stress et donc éviter d'entrer dans un état de stress post-traumatique et ensuite de développer un trouble de stress post-traumatique après. Donc le débriefing, c'est, on va dire, une méthode préventive. Oui, c'est une méthode préventive. Étant donné qu'on ne sait pas exactement qui, bien qu'il y a des critères de vulnérabilité, mais on ne sait pas qui exactement peut avoir un organisme qui ne soit pas capable de s'adapter et de se gérer, il est important pour tout le monde, toute personne qui a vécu un incident critique, un viol, un accident, parfois c'est même, comment on appelle, un licenciement parfois. Oui. Donc dès que vous remarquez que vous êtes dans toute cette catégorie des 3 critères de symptômes, il est important
de venir consulter. Le débriefing ne dure que 1h30 et ensuite vous allez continuer les recommandations chez vous à la maison, mais à ce moment-là, vous êtes moins susceptible d'arriver à développer d'autres troubles que nous pouvons éviter déjà à partir des premiers instants. Et Madame Bissachi, nous prenons un exemple concret. Nous traversons une période où il y a beaucoup de cas d'insécurité. Quelqu'un qui a été agressé chez lui à la maison, on a tiré des balles en l'air. Et cette personne-là, chaque fois qu'elle voit un militaire ou un camion de policiers passer, cette personne-là commence à trembloter, commence à craindre. Comment cette personne-là, vous la prenez en charge? Donc là, effectivement, nous sommes dans l'un des critères que, effectivement, c'est une réalité. Mais malheureusement, parfois, on rencontre des personnes qui viennent nous voir 5 ans après, 2 ans après, 3 ans après, où le stress s'est déjà chronifié. Et là, maintenant, on n'est plus à l'étape du débriefing. À ce moment-là, le débriefing psychologique n'est plus du tout efficace. Oui, on peut commencer par un débriefing, mais après, personnellement, j'utilise maintenant ce qu'on appelle la TCC, donc la thérapie cognitive et comportementale, pour maintenant, en quelque sorte, entre guillemets, pour permettre aux personnes de bien nous comprendre, de corriger maintenant les pensées et les comportements liés à les comportements, on va dire les comportements inadaptés, voilà, qui ont été développés. Donc, c'est-à-dire que la personne ne s'est pas encore détachée de l'événement. Et donc, il y a certaines autres techniques, comme la technique de l'EMDR, qui s'applique aussi dans le même cas. Et donc, dans la TCC, parfois, on a aussi les techniques d'exposition, pour surtout corriger les comportements d'évitement. Et donc, il y a tout un tas de thérapies que l'on propose à ce moment-là pour aider la personne en fonction de ce qu'il présente à ce moment-là et aussi en fonction des comorbidités qui peuvent être nées après. Et dans ces cas-là, la personne-là, qu'est-ce que vous lui dites quand la personne-là doit voir un militaire, une arme? Qu'est-ce qu'on lui dit? En fait, ça dépend. Ce qu'on ne lui dit pas, mais c'est plutôt la personne qui nous dit comment elle se sent à ce moment-là. C'est la personne qui nous dit ce qui se passe en elle à ce moment-là. Et donc, nous l'aidons en fonction de sa propre production mentale. Et donc, la thérapie sera adaptée à ça. Voilà. Et comment faire pour éviter que le traumatisme puisse s'installer? Parce qu'on est tout le temps traumatisé. Pour éviter que ce traumatisme-là puisse s'installer, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, ce qu'il faut faire déjà, c'est une fois que vous avez vécu un événement, passer à un débriefing. Donc, contacter une institution en mesure de vous mettre en contact avec un psychologue qui peut vous faire passer un débriefing et vous donner un programme de gestion de stress post-événement qui va vous permettre de diminuer sensiblement le niveau de stress et donc d'éviter à ce que plus tard, lorsque vous rencontrez un militaire ou que vous rencontrez quelque chose lié à votre événement, que vous réagissez comme s'il s'agissait encore de l'événement. Donc, ça va vous permettre vraiment de laisser l'événement au passé et de vivre au présent. Madame Bissachi, quel message avez-vous à adresser à notre population par rapport à la santé mentale, aux événements qui traumatisent, qui stressent? Alors, la santé mentale ne peut en aucun cas être dissociée du mot santé. Oui. En parlant de santé, on voit la santé physique et la santé mentale. Donc, considérons la santé mentale comme étant aussi un domaine de la santé tout à fait égal à la santé physique. C'est-à-dire de la même manière que vous considérez la malaria, c'est de la même manière que vous devez considérer un autre trouble psychologique. Parce que de la même manière qu'un microbe peut désorganiser votre organisme, excusez-moi pour la tautologie, c'est de la même manière qu'un facteur externe peut aussi perturber votre état mental. Donc, prenons soin de notre santé mentale. N'ayons pas honte
il n'y a aucune honte à rechercher le bien-être. Il n'y a aucune honte à rechercher la santé. Et donc, soignons de la même manière que nous soignons notre corps, soignons aussi notre appareil psychique. Parce que notre vie aussi en dépend. Et il y a un lien étroit, très étroit, entre santé mentale et santé physique. Parfois, certaines affections psychologiques peuvent avoir de l'impact sur votre état de santé physique, tout comme votre état de santé physique peut aussi avoir un impact sur votre état psychologique. Donc, tenons compte de ça. Avec une santé mentale défectueuse, c'est difficile de profiter pleinement de la vie, alors qu'on ne vit qu'une seule fois. Alors pourquoi ne pas en profiter pleinement? Mettre la honte de côté, mettre les préjugés de côté, mettre tout ce tas de stéréotypes liés à la santé mentale de côté pour ne rechercher que la santé, parce que c'est un besoin vital. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie, madame. Vous étiez nombreux à regarder le magazine Diagnostic qui s'est intéressé aujourd'hui au traumatisme psychique. Nous vous remercions pour l'attention que vous nous avez accordée. Nous disons également merci à la grande équipe qui a participé à la réussite de ce magazine. Nous pensons à Marc Wembonyama qui était derrière nos caméras, John Malanji était à la réalisation, Eric Chibonda à la programmation. Au revoir et à la prochaine.